Bonjour à tous. Je suis Marie-Christine Deschamps, chargée de mission à la direction de l'économie territoriale à la région Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire d'un format de 30 minutes consacré aujourd'hui aux démarches et à la fiscalité en matière de transmission d'entreprise. Transmission reprise, c'est un enjeu majeur pour la conservation des compétences et des emplois, le maintien des activités et des services en région. La région Nouvelle-Aquitaine donc, est à l'initiative de ce mois de la transmission, qui est aujourd'hui dans sa 4e édition, pour mettre en avant les différents acteurs qui interviennent pour être des facilitateurs pour la transmission d'entreprises. Sachant qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, on sait qu'on a plus de 110 000 dirigeants qui ont plus de 55 ans et qui donc vont être susceptibles de transmettre dans les années à venir, que 35% du nombre total des entreprises ont moins de 10 salariés. Donc, c'est vraiment un enjeu. Et il est important de bien maîtriser tout ça donc en amont pour aider à la fois les cédants et les repreneurs dans cette logique de transmission. Nous sommes donc aujourd'hui quasiment à la fin de ce mois de la transmission reprise qui a permis donc la réalisation d'un certain nombre d'événements conduits par la région ou par des partenaires de la région, notamment les banques, les EPCI, les associations, les consulaires bien entendu, et les avocats. Donc le barreau des avocats de Bordeaux qui nous fait aujourd'hui le plaisir de s'associer à cette démarche en nous proposant donc de nous parler des démarches et de la fiscalité pour bien préparer sa transmission. Donc, c'est Maître Tristan de la Rivière que nous avons le plaisir d'accueillir, qui est avocat à la Cour, associé gérant de la Compagnie du droit, qui est un cabinet d'avocats d'affaires à Bordeaux et qui est donc spécialisé en droit des sociétés et en droit fiscal. Donc, Maître Tristan de la Rivière, je vais vous passer maintenant la parole donc, pour nous donner des éléments, enfin donner à nos auditeurs des éléments d'information importants à connaître, à bien avoir à l'esprit lorsque on est en particulier cédant, puisqu'on commence bien entendu par le cédant avant de s'intéresser aux repreneurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre rôle d'avocat d'affaires sur un projet de cession-reprise d'entreprise? Et je vous demanderai en préambule, à quel moment le cédant doit-il se rapprocher de vous pour préparer sa transmission? Merci beaucoup. En effet, je représente devant vous l'Institut du droit des affaires du barreau de Bordeaux, donc qui est un organisme qui rassemble les avocats d'affaires du barreau et qui fait beaucoup de manifestations et qui est toujours à votre disposition, en ce compris pour organiser, si vous le souhaitez, des échanges même gracieux entre avocats et chefs d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à contacter le barreau pour des éléments comme celui-ci. Un avocat d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est un avocat qui, dans le cadre de ces opérations de transmission, alors on peut donner tous les termes, cession, acquisition, transmission, fusion, toutes ces opérations consistent à ce qu'une société change de main. Donc nous, on va être là à toutes les étapes de l'opération. Classiquement, on en compte une dizaine qui sont très importantes et qui chronologiquement
logiquement doivent être suivies pour que tout se passe bien. La première, évidemment, c'est d'être en amont. Et donc, je vais répondre tout de suite à votre question sur le délai. Vous saisissez votre avocat le plus tôt possible. Pour faire très simple, beaucoup de gens ont le réflexe de se dire, oh là là, un avocat, c'est compliqué, un avocat, ça coûte de l'argent, etc. Donc, surtout, je vais l'appeler au dernier moment. Eh bien, ça, c'est l'erreur la plus commune et c'est l'erreur la plus fatale, puisqu'une fois que vous avez tout lancé, que vous pensez avoir tout négocié et tout couvert, vous allez voir un avocat qui, lui, pratique ce genre d'opération de manière quotidienne, que ce soit de côté vendeur ou acquéreur. Il va vous dire, mais avez-vous pensé à cela? Avez-vous réfléchi à cet élément? Cela a-t-il été discuté? Et malheureusement, la plupart du temps, ça n'a pas été fait. Et donc, on se retrouve à un moment des discussions entre les parties où ça fait peut-être déjà 6 mois qu'elles discutent. Et l'avocat arrive comme un cheveu sur la soupe et semble remettre en cause des accords des parties, sauf que ces accords ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas été anticipés sur tous ces volets-là. Donc, classiquement, on dit que l'optimum, c'est de venir voir un avocat même 3 ans avant la session. Pourquoi 3 ans? Parce que dans un second temps, on verra tout à l'heure les sujets de fiscalité. Et seul avoir saisi l'avocat au moins 3 ans avant de la session, côté vendeur, permet d'aller chercher les optimisations fiscales légales les plus importantes. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que le process est important et que l'avocat doit être dans la boucle dès le début, le plus en amont possible. Alors, peut-être pour compléter également, parce que c'est une expérience qu'on a beaucoup de personnes, et je pense que c'est une erreur, disent on va prendre un avocat qui va faire côté acquéreur et côté vendeur. Alors ça, c'est parce que, évidemment, on a plus l'habitude d'acheter un immeuble, et souvent dans les immeubles, on a un notaire, et le notaire, il rédige pour les deux côtés, mais ce qui est valable pour les immeubles n'est absolument pas valable pour les sociétés. Certes, vous allez vous dire, on va prendre qu'un avocat parce que généralement, vous dites, on va maîtriser les coûts. Donc, comme ça, on partagera chacun la moitié des honoraires liés à cette opération. Le sujet dans une activité de cession, c'est que les intérêts de l'acquéreur sont complètement opposés aux intérêts du vendeur. Autrement dit, si vous avez un seul avocat, il ne pourra pas faire correctement son travail puisqu'il sera toujours tenté, plus ou moins, de favoriser une partie par rapport à l'autre. Donc, le réflexe sur les opérations de cession-acquisition, je suis vendeur, j'ai mon avocat, je paye mon avocat, et je suis acquéreur, j'ai mon autre avocat, je paye mon avocat. Il faut comprendre dans ces opérations, pour être très schématique, que le vendeur, il a deux intérêts. Premièrement, maximiser le prix de cession, et deuxièmement, minimiser les garanties qu'il accorde à l'acquéreur en considération de la vente. Eh bien, d'un effet miroir assez simple, l'acquéreur, lui, son intérêt, c'est de minimiser le prix et d'augmenter les garanties. Vous comprenez bien que si vous avez un seul conseil, il y a un moment où cela ne fonctionnera pas. Oui, ça coûte un peu plus cher puisqu'il faut chacun assumer le coût de son avocat, mais ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Vous achetez une garantie pour demain. Marie-Christine, est-ce que vous vouliez peut-être aborder d'autres éléments? Alors, votre micro est coupé, Marie-Christine. En effet, excusez-moi. Oui, l'intervention de l'avocat d'affaires, elle est complémentaire, donc, par exemple, au cabinet comptable ou au notaire? C'est une évidence. Alors, au moins à l'expert comptable, toutes les chefs d'entreprise ont un expert comptable et ils n'ont pas toujours le réflexe d'avoir un avocat. Or, dans ce type d'opération, vous ne pouvez pas faire sans un expert comptable et un avocat. L'expert comptable, c'est le professionnel du chiffre, c'est celui qui va vous accompagner également en fiscalité, mais sur des éléments liés à la valorisation de la société que vous allez céder. C'est également lui qui, historiquement, a le suivi juridique de la société, qui connaît l'historique, qui, le cas échéant, vous assiste dans les contrats de travail. Donc, il est incontournable, puisque c'est lui qui maîtrise le métier du chiffre. En revanche, ce n'est pas un spécialiste de ce type d'opération pour ce qui est du droit. Et donc, pour négocier effectivement la mécanique juridique et la rédaction que cela comporte, il vous faut un avocat. Donc, vraiment, le plus en amont possible, les deux, un avocat et un expert comptable qui sont des spécialistes de ce type d'opération de manière rigoureuse. Merci pour cette précision. Vous avez évoqué tout à l'heure donc la nécessité d'intervenir le plus en amont possible, en particulier pour aborder les aspects d'optimisation
légale, bien sûr, fiscale pour le cédant et pour le repreneur. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur ces aspects-là, les impôts qui vont s'appliquer aux cédants et ceux qui s'appliqueront aux repreneurs par la suite? Alors, en effet, c'est primordial. On est toujours un peu circonspect de voir des vendeurs qui disent je suis content, j'ai pu négocier un prix de X. Et puis, quand on leur pose la question, mais savez-vous combien allez-vous payer d'impôts sur ce prix? 50% disent non. Donc, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas correctement négocier un prix si vous ne savez pas la fiscalité qui va s'appliquer. Alors, certes, ce n'est pas à l'acquéreur de supporter votre fiscalité, mais il est important d'en avoir conscience. En France, la fiscalité qui va s'appliquer sur le vendeur, c'est l'impôt plus-value. Alors, il faut bien comprendre que donner des détails à plusieurs personnes, vous êtes nombreux derrière les écrans, c'est complexe puisque vous avez chacun une situation différente. Mais il faut savoir qu'il y a deux grands régimes. Si vous êtes un vendeur personne physique ou personne morale, c'est-à-dire si, on y reviendra tout à l'heure, si vous détenez vos titres à travers une société qu'on appelle une société holding, ou si au contraire vous êtes une personne physique. Deux grands cas si vous êtes une personne physique. Vous avez sur les plus-values le premier cas qui est spécifique quand vous partez à la retraite ou quand vous prenez votre retraite dans les 24 mois de la cession. Là, vous avez le droit à des abattements particuliers, mais tout ça est soumis à votre propre statut personnel, au montant de l'opération, etc. Ou sinon, il y a le régime un petit peu global qui s'appelle depuis quelques mois, quelques années maintenant, la flat tax Macron et qui impose les plus-values à 30%. 30% étant composé pour 17,2% de CSG-CRDS et le reliquat de l'ordre de 12% d'impôt sur le revenu. Donc évidemment, chaque cas est particulier. Il faudra faire le calcul de savoir est-ce que j'ai intérêt à faire le barème progressif de l'impôt, à faire la flat tax Macron ou encore à voir si je peux chercher des avantages fiscaux supplémentaires du fait de mon départ en retraite. Si vous êtes une personne morale, ce sera de l'impôt plus-value à l'IS, le cas échéant sur titre de participation. Donc vous comprenez bien que si vous ne savez pas dès le début combien vous êtes susceptible de devoir payer d'impôts, ça va être beaucoup plus complexe à déterminer. D'autant que j'aimerais préciser qu'une opération de cession, elle peut être multiple. Elle peut être sur une société, sur des titres. Autrement dit, c'est une personne morale. On parle de société. Vous connaissez usuellement les SARL et les SAS, mais il y a beaucoup de formes de sociétés. Et on peut aussi vendre un fonds de commerce ou un fonds artisanal. Et là, le sujet est complètement différent. L'imposition est également complètement différente. Donc, effectivement, j'en reviens toujours. En amont, vous allez voir votre expert comptable et votre avocat qui vont vous faire un calcul de plus-value pour vous dire, voilà, si tu vends le fonds, voilà combien tu vas payer. Si tu vends les titres, voilà combien tu vas payer. De la même manière, si on se place cette fois-ci du côté acquéreur, il faut bien anticiper les choses. Si j'acquiers, par exemple, un fonds de commerce, je vais payer, grosso modo, après un abattement de 23 000 €, de 3 à 5% d'impôt. Plus-value, d'impôt, pardon, droit d'enregistrement en fonction de type de société que j'achète. Si j'achète une société par action, SAS, je vais payer 0,1% de droit d'enregistrement. Donc le bon sens veut évidemment que vous ayez vu votre avocat en amont pour lui dire bah, tu as plutôt intérêt à acheter des actions de SAS plutôt que des parts sociales de SARL. Et donc de prévoir dans l'offre une condition où vous demandez au vendeur de transformer préalablement la société que vous allez racheter de SARL à un SAS. Le message à retenir, c'est que ce qui est valable pour votre voisin ne l'est pas forcément pour vous. Votre statut fiscal et social est toujours très, très individualisé. Et donc, dans votre cas, on doit calculer précisément ce qui va s'appliquer chez vous avec tous ces réflexes juridiques. Est-ce que je suis dans une entreprise? Est-ce que je suis dans un fonds? Est-ce qu'il y a un départ en retraite? Etc., etc. Donc, le message, c'est ne négligez pas ça. Vous allez pouvoir, au début, alors petit humour, au début, je vous ai dit, bon, évidemment, prendre un avocat de chaque côté, ça va coûter de l'argent. Sauf que déjà, quand vous avez pris l'avocat, à partir du moment où il va avoir réfléchi sur la structuration fiscale, vous allez voir que ces honoraires vont déjà être remboursés uniquement par l'économie d'impôt qui va générer du fait qu'il va vous dire non, tu fais pas bien d'acheter ça, tu vas acheter comme ci, et voilà l'imposition qui va s'appliquer. C'est en tout cas ce qu'on voit dans 90% de nos dossiers, donc c'est un peu considérable. En effet, on voit que le sujet est complexe.
et d'où la nécessité de bien l'anticiper. Je vais juste me permettre une petite question complémentaire rapide pour le coup, de la question de la reprise dans un cadre familial. Est-ce qu'il y a des petites choses à savoir, parce qu'on le trouve souvent dans le commerce et l'artisanat, ces situations-là. Est-ce qu'il y a des choses particulières à prendre en considération dans ces cas-là? Alors, il y a des choses qui sont particulières et qui sont primordiales. On a souvent, parce qu'on est des Gaulois réfractaires, comme dit notre président, tendance à dire que l'impôt coûte très cher en France, etc. Bon, certes, il y a une certaine pression, mais il y a aussi un ensemble très important d'aides fiscales qui permettent d'aller chercher une imposition minimum. Et clairement, la transmission entre générations d'une même famille, d'une entreprise, bénéficie d'avantages fiscaux absolument considérables. Aujourd'hui, alors je ne connais pas exactement toutes vos sociétés, mais je pourrais facilement prendre le pari que vous pourriez chacun transmettre votre entreprise à vos enfants sans payer un seul euro de droit de donation. Il y a un élément important qui s'appelle le pacte du Treil, historiquement. Et donc ce pacte, pour être très schématique en 2 mots, ça vous permet de souscrire un engagement de conservation. Vous promettez avec vos enfants de conserver les titres de la société pendant un nombre d'années minimum, en confiant également à vos enfants la gestion de la société. Et là, pour faire un raccourci très rapide, vous avez un abattement de 75% sur la valeur de la société que vous cédez. Et par les jeux des abattements de 100 000 euros, dit Sarkozy, etc., en fait, vous pouvez, à mon avis, dans 99% des gens qui nous écoutent, céder 100% de votre société à vos enfants en payant 0 euro de droit de donation et par définition aussi en ne payant pas d'impôt plus-value. Donc oui, le réflexe, c'est qu'aujourd'hui, on peut donner son entreprise intrafamiliale et que ça coûte rien en termes d'impôt, pour être schématique. Tout à fait. Et donc, ça met en avant le fait qu'il faut effectivement, là aussi, même si c'est familial, vraiment être dans l'anticipation pour bien préparer tout ça et le transmettre dans les meilleures conditions. Également. Tout à Exactement, fait. puisqu'il faut que la donation, que le pacte du trade dont je vous ai parlé soit Ouais, fait en amont de la donation. Si vous avez d'accord. déjà donné, il est malheureusement trop tard. D'accord. Je voulais revenir un instant sur quelque chose que vous avez évoqué également, c'est l'intervention d'une holding. On voit souvent ça dans les montages financiers pour des reprises. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce montage juridique? Alors, le schéma de société holding, qu'est-ce que c'est qu'une société holding? Alors, une société holding, ça n'existe pas. C'est une SRL, une SAS, c'est une société dont vous connaissez les formes. Ce qui change uniquement, c'est son objet social. Ce n'est pas une société qui va exploiter une activité, c'est une société qui n'a pour objet que de détenir les titres d'une autre société. Pourquoi on retrouve ce schéma-là? Parce que si vous prenez un peu de recul sur la fiscalité en France ces dernières années, voire ces dernières décennies, vous allez vous apercevoir que l'impôt sur revenu est plus ou moins fluctuant en fonction des différentes personnes au pouvoir. Il peut hausser de manière assez importante, il peut diminuer, mais ça bouge beaucoup et le montant total est rapidement très haut à l'impôt sur le revenu en France, là où pour les sociétés, l'impôt sur les sociétés, c'était à 33%, ça baisse à 28%, ça a vocation à baisser à 25%. Donc on s'aperçoit assez rapidement qu'en fait, quand on se met dans la sphère IS, impôt sur les sociétés, on paye beaucoup moins d'impôts que quand on se met dans la sphère IR, impôt sur le revenu. Et donc, le schéma holding va permettre que les titres d'une société ne soient plus détenus par une personne physique à l'impôt sur le revenu, mais par une personne morale à l'impôt sur les sociétés. Et donc, mécaniquement, je vais avoir des avantages là-dessus. D'autant que j'aurai aussi des avantages au moment de la cession. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que au moins 3 ans, venir voir votre avocat au moins 3 ans avant la cession est primordial. C'est que vous pouvez, 3 ans avant de vendre votre entreprise, votre société, faire apport des titres de cette société-là à une société holding sans payer d'impôt, puisque la plus-value sera mise en report sursis d'imposition. Et c'est la société holding qui revendra les titres au bout de 3 à 5 ans. Cette vente se faisant évidemment dans des conditions fiscales beaucoup plus intéressantes, parce qu'une entreprise, donc société holding qui vend les titres de sa filiale,
paye ce qu'on appelle l'impôt plus-value à 12% de code par frais et charges. Ça fait grosso modo 6% d'impôt plus-value, là où vous l'avez retenu tout à l'heure, on est sur une personne physique, avec la flat tax Macron, on était à 30%. Donc évidemment, on gagne 24 points là-dessus. Mais une fois de plus, la holding, c'est très important, c'est à réfléchir, mais ça ne convient pas à tout le monde. Donc d'où l'intérêt de devoir discuter, de savoir est-ce que dans mon cas, la holding se justifie ou pas. En tout état de cause, en France, un schéma de structuration ne peut pas avoir de finalité uniquement d'éluder l'impôt, la fiscalité. Donc il faut quand même qu'il y ait une justification de structuration juridique qui préconise et qui soit prééminente. Si vous ne faites aujourd'hui une opération qu'à des fins fiscales en France, vous êtes soumis à ce qu'on appelle la théorie de l'abus de droit, où l'administration fiscale vous dira à raison, mais en fait ce que vous faites n'est que pour finalité d'éluder l'impôt, et donc je redresse. Merci pour toutes ces précisions relatives à l'impôt d'une manière générale. Donc, tous ces préalables étant levés, je dirais, enfin, toutes ces questions posées et du côté du cédant et du repreneur, on va rentrer dans le dur de la discussion entre donc les deux parties pour céder l'entreprise. Il y a un certain nombre d'étapes qui doivent se réaliser, juridiques. Au stade de la négociation, il y a des informations importantes qui s'échangent. Il y a donc des choses qui doivent être mises sur le papier, un contrat entre les deux parties. Vous allez nous donner quelques éléments d'information sur l'engagement de confidentialité à passer entre les deux parties? Bien sûr. Également, à chaque étape correspond un document. Et donc, il est important de respecter chaque étape et la forme de chaque document. Le premier document, vous l'avez dit, c'est l'engagement de confidentialité, particulièrement important quand vous êtes vendeur. Vous vous rendez bien compte que pour savoir si votre acquéreur va acquérir ou pas votre société, vous allez devoir vous dévoiler et donc lui donner des informations sur votre société, la façon dont elle fonctionne, le cas échéant ses clients, où est-ce qu'elle achète, comment elle vend, qui sont ses salariés. Tout ça, c'est votre richesse comme vendeur. Vous comprenez que vous ne pouvez pas donner ces éléments à l'acquéreur sans avoir signé au préalable un engagement de confidentialité. Qui dit quoi? Qui dit, moi, je vais te donner des informations, mais tu ne pourras les utiliser que pour évaluer ton intérêt pour acheter ou pas ma société. Si l'opération ne se fait pas, tu devras les détruire. Et le fait que nous discutions est confidentiel. Donc, primordial, je suis vendeur, je vais donner des informations à mon acquéreur, il doit signer un engagement de confidentialité. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, une fois que les parties ont reçu et échangé des documents, il faut assez rapidement que l'acquéreur soit en mesure de présenter une offre au vendeur. L'offre, elle va présenter les termes et conditions dans lesquels l'acquéreur est susceptible d'acheter la société. Donc là, je me tourne vers les vendeurs. Attention, messieurs les vendeurs, mesdames les vendresses, pardon. Quand vous avez un acquéreur potentiel, il faut à un moment donné, et assez rapidement quand même, une fois qu'il a les informations, obtenir une offre. Sinon, vous prenez le risque d'avoir des acquéreurs qu'on appelle des baladeurs. Ce sont des gens qui vont vous balader pendant 6 mois, pendant 12 mois, qui vont vous dire oui, je vais t'acheter peut-être à tel prix, etc. Bon, les paroles s'envolent, les écrits restent. À partir du moment où cet acquéreur est quelqu'un de sérieux, il doit être en mesure de vous faire un document qui dit voilà ce que je t'achète, voilà à quel prix je veux te l'acheter, ou dans quelle considération on va calculer le prix de l'opération, voilà les garanties que je vais te demander, voilà comment je vais financer également. Il est important pour un vendeur, c'est super d'avoir un acquéreur qui vous dit qu'il va vous acheter votre société des centaines de milliers d'euros, mais in fine, s'il n'a jamais un banquier pour acheter, ça ne servira à rien. Donc le rôle de l'avocat aussi, ça sera d'être vigilant sur ces sujets en disant bah, ce type est sérieux, ce type n'est pas sérieux, ou on va en tout cas poser les questions de manière à savoir si vous êtes en train de perdre votre temps ou pas. De la même manière, côté acquéreur, vous allez engager des frais sans savoir si au début vous allez effectivement acheter. Donc c'est important de formaliser et que le vendeur s'engage vis-à-vis de vous en disant oui, moi je suis prêt à te vendre sous ces conditions. Donc ça c'est lettre d'offre et je répète, pardon, mais l'enseignement est fait de répétition. L'engagement de lettre d'offre, pardon, la lettre d'offre, ne la faites pas sans avocat. Parce que vous allez figer le cadre des négociations. Et si l'avocat arrive derrière et que c'était insuffisamment précis, on va devoir rétro-pédaler, ce qui va créer des tensions entre les parties. Donc, engagement de confidentialité. Deuxième étape, c'est l'offre.
Troisième étape, c'est de faire un audit quand on est côté acquéreur. Moi, je suis toujours très frappé de voir des gens qui achètent une maison, même une petite maison à la campagne de 50 000 euros, qui vont avoir un nombre très important de diagnostics amiante, thermite, énergétique, etc. Bon, très bien, hein, c'est absolument parfait. Et à côté de ça, je vois des acquéreurs qui vont acheter une société à 100, 200, 300 000 euros et qui me disent non, je ne vais pas dépenser d'argent pour faire d'audit de la société. Alors, bon, dont acte, maintenant, je vous le dis clairement, si vous achetez une société, si vous ne faites pas d'audit, vous ne pouvez pas savoir ce que vous achetez. Un audit, c'est quoi? C'est votre avocat et votre expert comptable qui vont aller étudier toutes les pièces qui sont sur la société que vous voulez racheter et qui vont vous dire, ça c'est bien géré, ça pourrait être mieux géré, ça serait à corriger avant qu'on réalise l'opération, ça, il y a un risque pour vous, donc on va demander au vendeur une garantie spécifique, etc. Donc, bon, c'est un peu mon cheval de bataille parce qu'on le voit pas beaucoup dans les opérations, mais à partir du moment où vous investissez de l'argent, il faut que vous sachiez ce que vous achetez et pour savoir, il faut faire un audit. On arrive quasiment au terme de cette présentation qui vous a demandé effectivement de vraiment synthétiser parce qu'on voit bien que le sujet est complexe, riche et en même temps un peu au cas par cas, hein. Il faut beaucoup d'anticipation, mais pas chaque cas, mais quasiment est particulier. Chaque cas, oui. Si je résume, si j'essaie de résumer, je dirais anticipation, bien poser les aspects fiscaux et juridiques très en amont d'avoir conclu le moindre accord avec un acquéreur potentiel. Je me trompe, je résume bien, maître? C'est exactement ça, toute affaire d'anticipation. Et n'oubliez pas aussi que tout est affaire de psychologie aussi. Et ça, on ne le dit pas souvent, mais nous, les avocats d'affaires qui intervenons là-dessus, nous savons qu'un vendeur, quand il vend sa société, eh ben, il se défait quand même d'une partie de son histoire, de son historique, de ses pratiques. Et c'est pas si facile que ça, de la même manière quand on est acquéreur. Et donc, notre rôle, c'est aussi de ne pas négliger ça. J'en profite juste en 2 secondes pour répondre à la question de Madame Brault Oui. qui nous pose la question d'une donation intrafamiliale. Euh, 2 avocats ne sont pas obligatoires dans ce cadre d'opération si l'entente est fluide entre parents et enfants. Et je suppose que quand on veut transmettre son entreprise à ses enfants, c'est que les choses sont plutôt fluides. Donc, je dirais que dans ce cas-là, ce n'est pas strictement obligatoire puisque c'est quand même les parents qui vont initier la démarche et dire à leurs enfants, voilà le deal, est-ce que ça te va ou est-ce que ça ne te va pas? Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Tristan de la Rivière, de cette intervention qui, je pense, aura apporté quelques éclairages, mais comme on le disait au début, sans doute pour les personnes qui seraient potentiellement concernées et intéressées nécessiterait une approche individuelle. Nous mettrons sur le fil de discussion l'adresse à laquelle les personnes intéressées pourront éventuellement vous contacter. Hein, Bien si sûr, avec nécessaire, plaisir. si elles le souhaitent. Vous dire donc en conclusion que ce mois de la transmission reprise touche à sa fin, que d'autres ateliers thématiques se tiennent aujourd'hui, ce même jour, hein, sur toutes ces questions. Nous étions aujourd'hui sur le 5e webinaire. Un dernier se tiendra la semaine prochaine sur la question de l'engagement des collectivités en faveur de la transmission reprise. Nous aurons un témoignage de la communauté de communes de Montmorillon. Et vous indiquez également qu'il y a un atelier qui est porté par la CCI de La Rochelle le 9 décembre sur la question justement de la sensibilisation à la reprise et qui clôturera, ce sera la fin, vraiment la toute fin de ce mois de la transmission. Vous indiquez également que la réflexion ne sera pas totalement terminée puisque la région a la volonté donc d'écrire une feuille de route sur ces questions-là et il y a une plateforme de concertation qui est mise en ligne
ou des suggestions. Tout un chacun peut apporter des suggestions, peut verser des contributions. Cette plateforme, elle est structurée selon 8 questions. Vous pouvez y aller. Nous mettrons également en ligne le site internet sur lequel vous pourrez aller contribuer si vous le souhaitez, sachant que c'est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà. Je crois que nous arrivons au terme maintenant de ce webinaire en format court. Nous espérons que vous aurez trouvé un certain nombre de réponses et n'hésitez pas donc à revenir vers Maître Tristan de la Rivière pour des informations plus précises que vous pourriez souhaiter. Merci, Maître. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.